La thématique aujourd'hui, c'est l'analyse posturale. Alors, pour vous donner quelques chiffres avant de démarrer et de donner la parole à Stéphane, les derniers chiffres connus, donc, qui sont parus en novembre 2023 pour ce qui est la branche professionnelle de l'assurance maladie. En 2022, donc on a toujours un petit peu de retard avec les chiffres. 44 000 maladies professionnelles ont été reconnues par l'assurance maladie. Parmi ces 44 000 maladies professionnelles, on a un peu plus de 38 000 troubles musculo-squelettiques reconnus par l'assurance maladie, ce qui fait plus de 80%, bien au-delà des 80%. Et ce chiffre reste relativement stable année après année. Les TMS restent la première cause de très très loin des maladies professionnelles. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous a proposé de réfléchir à comment mettre en œuvre une démarche de prévention. Et cela s'inscrit bien évidemment dans les recommandations de l'INRS. Donc là, je vous ai mis la démarche de prévention d'une manière générale des TMS avec bien sûr plusieurs étapes. La première étant de mobiliser ces équipes pour agir ensemble, hein, comme le dit l'INRS, mais surtout pour se définir un périmètre, un objectif à atteindre. Pour les personnes engagées dans des démarches d'amélioration continue, de lean management, vous reconnaîtrez un petit peu l'esprit du DMAIC, avec la première étape qui est de définir, de mobiliser donc, et de définir une équipe pour travailler sur un sujet. La deuxième, donc, c'est l'investigation ou pour les fans du lean, la mesure et l'analyse, avec justement cette étape pour bien définir son risque, pour analyser les situations, identifier les facteurs de risque. Et on va voir dans cette partie-là que l'analyse posturale peut grandement nous aider. Ensuite, une étape de travail interne qui est la phase de maîtrise, d'amélioration, si on prend un DMAIC et d'innovation, où on va transformer et donc vraiment modifier le poste de travail. Là, ça va se faire en collaboration avec les personnes qui auront participé à ce groupe de travail. Et puis, la dernière étape, mais très importante également, de pouvoir s'assurer de l'efficacité des actions. Et là encore, les outils que va nous présenter Stéphane permettent de mesurer le avant-après et de choisir et de conserver les meilleures solutions ou d'optimiser les solutions en continu. Donc, bien garder toutes ces étapes, on va voir un petit peu en quoi l'analyse posturale peut s'intégrer dans des démarches globales de prévention des TMS. Mais en tout cas, on reste toujours dans ce même cadre. Donc, je vais pouvoir donner maintenant la parole à Stéphane, qui va nous présenter l'analyse posturale. Je vais le laisser déjà se présenter TEA, et lui donner la parole. Stéphane, c'est à toi. Je coupe mon partage d'écran. Merci Eric. Bonjour à tous. Merci aussi à l'INF de nous permettre ce temps d'échange et de partage autour de la thématique des TMS et du risque postural. Alors je vous propose d'organiser ma présentation en deux volets. Alors déjà, j'aurais dû me présenter, Stéphane Follet, emporté par mon élan. Euh, je suis le responsable produit, entre autres, d'Ergolife chez TEA. TEA, ça veut dire Tech Ergo Appliqué. Et je vais vous présenter en deux mots qui nous sommes. Ensuite, je vous présenterai l'outil en question. Je l'illustrerai à travers un petit cas pratique pour bien démystifier tout ça. Donc, je partage mon écran avec vous et on passe tout de suite à la première partie de ma présentation. Voilà, donc l'objet de cette présentation aujourd'hui, c'est de parler d'analyse posturale, à travers la mesure, à travers la métrologie. Et j'illustrerai ceci à travers un certain nombre de points. Qui, au préalable, sommes-nous? Alors, la société a eu 40 ans il y a 2 semaines, donc c'est vraiment tout frais. C'est dire qu'on a la modestie de penser qu'on est déjà bien établi aujourd'hui et on se présente comme des experts de la mesure et de l'analyse
de la personne en activité. Voilà, à travers un certain nombre de solutions ou d'interventions, dont celles que je vais vous présenter. Et nous sommes basés à Nancy, un peu plus d'une quinzaine, plus énormément d'interactions avec l'université. Et Ergolife est le petit dernier de la famille, sachant que notre vaisseau amiral, c'est le système Captive qui, lui, est né d'un transfert de technologie avec l'INRS, notre voisin physique, quasiment, hein, puisqu'ils sont à 1 kilomètre derrière moi, et qui est aujourd'hui la solution de référence dans l'analyse de la pénibilité au travail, dans toutes ses modalités, puisqu'il s'agit non seulement d'analyser la posture, comme vous le voyez là, hop, je coupe le son, ça sera mieux. Et puis également d'analyser les contraintes musculaires, la pénibilité cardiaque et tout autre paramètre lié à l'ambiance de travail, donc le bruit, la lumière, la poussière, la vibration et autres. Donc on est sur une solution qui est très complète, mais qui a suscité aussi de la part de nos utilisateurs un besoin qui consistait de déléguer. Et pour déléguer, parfois, les collaborateurs ne sont pas nécessairement des experts, ne sont pas chevronnés en métrologie, en biomécanique et autres. Et de là est née la solution dont on va parler un petit peu plus en détail aujourd'hui, qui s'appelle Ergolife et qui est destinée plus précisément à l'analyse posturale, à la cartographie des postes de travail de manière très simple, très synthétique et surtout très, très rapide. Donc le principe, c'est ce que vous voyez là, hein, c'est de générer justement non seulement une animation qui correspond à la réalité de la situation mesurée, mais également fournir tout un ensemble d'indicateurs que je vais vous présenter. Simplement pour revenir un petit peu sur le fondamental qui consiste à dire comment faire de l'analyse posturale. Alors il y a bien sûr le bon vieux crayon papier, hein, l'analyse par l'observation, mais là ça reste évidemment très empirique puisque ça dépend de l'œil de l'observateur, ça va dépendre d'un certain nombre de circonstances, et puis bien sûr on n'est pas dans la métrologie ni dans la mesure, même si l'observateur a un certain nombre de références, de bons réflexes et puis de métiers, on va dire. Ça reste quand même plus ou moins aléatoire. Donc on évacue ce principe-là. Un autre principe que je vais évacuer aussi très rapidement, c'est la multitude de petites solutions aujourd'hui qu'on trouve sur téléphone où à partir d'une image 2D ou monocaméra, on va essayer de reconstituer une image 3D et puis de mesurer des angles, des inclinaisons, parce que encore une fois, on est dans une estimation, mais on n'est pas dans une mesure. Et il y a un certain nombre de phénomènes qui peuvent venir très rapidement pénalisants pour ce genre de solution. Donc là, on va plutôt parler de métrologie au sens, on va dire, un peu plus scientifique, à travers deux types de solutions qui sont aujourd'hui bien établies, hein. Alors, il y a l'ancêtre, j'exagère un peu en disant ça, mais en tout cas, ça a été les pionniers, et c'est très établi depuis longtemps, c'est la capture à partir de la vidéo, où on va déployer dans l'environnement de mesure un certain nombre de caméras qui, elles, vont filmer donc les personnes en activité. Il y a différentes façons de le faire, on va pas s'étendre là-dessus, mais soit on peut déployer des petits capteurs enfin des petits réflecteurs en fait sur la personne, de telle sorte que ça génère un nuage de points qui ensuite est retransformé, etc. Ou bien aujourd'hui, à travers la vidéo multicaméra, on arrive à faire de la capture de mouvement sans capteur, de telle sorte que ça reste un peu moins invasif que d'avoir à mettre une combinaison ou se coller des petites boules sur des endroits très très précis. Et puis le pendant de cela, c'est eh bien de déployer
des petits capteurs non intrusifs sur l'opérateur, de telle sorte que on puisse mesurer tous ces mouvements et quel que soit l'environnement et quelle que soit la contrainte. Et justement, j'ai une petite comparaison qui vient ensuite. Donc, si on regarde le principe des systèmes caméra avec le principe des capteurs embarqués, tels que la solution Ergolife. En termes de précision, ces systèmes-là sont effectivement très très précis puisqu'on a des coordonnées relatives et absolues. C'est-à-dire relatives à chaque fois par rapport à la cinématique du corps lui-même et puis absolues par rapport à un point de référence dans l'espace où on sait localiser la personne. Avec Ergolife, on a également une grande précision et des coordonnées relatives uniquement, puisque l'objectif n'est pas de localiser ou de géolocaliser la personne, il y a d'autres solutions pour ça, mais de mesurer précisément ces angulations et ces postures, bien évidemment. La contrainte immédiate des systèmes caméras, c'est que il faut des caméras, à savoir que il faut calibrer un volume donné, donc une sorte de cube ou un gros parallélépipède, et puis ce volume dépend évidemment du nombre de caméras qui sont déployées. Donc plus j'ai de caméras, plus je peux voir, mais bien évidemment le coût s'accumule et on peut difficilement imaginer déployer ce genre de technologie dans l'intégralité d'une usine ou d'un atelier, puisque le coût serait prohibitif et pas que, vous allez voir. Le fait d'avoir des capteurs embarqués, eh bien, on ne se contraint à rien du tout, puisque si je sors du volume des caméras, peu importe, là, je n'ai pas de souci, puisqu'il n'y a pas besoin de caméra. Donc, je porte les capteurs sur moi et j'évolue dans n'importe quelle direction, dans n'importe quel environnement. La mesure est sur moi, la mesure est embarquée. Et à partir de là, il n'y a plus aucune contrainte dans l'espace. Et donc, vous l'aurez compris, hein, les systèmes caméra, c'est plutôt des systèmes labos, dans des environnements fixes et statiques et dans lesquels on vient plutôt s'immerger et non pas l'inverse, où avec des petits capteurs comme ceux que l'on propose, et bien évidemment, on peut travailler dans n'importe quel type d'environnement sans aucune contrainte. Les caméras aussi sont évidemment, puisqu'on est sur un principe de vision, il faut voir, il faut que les caméras aient un champ de capture complètement découvert, dégagé, de telle sorte qu'il n'y ait pas d'occlusion. Maintenant, si, comme je suis là, typiquement assis derrière mon bureau, et s'il y avait 2 caméras face à moi dans les coins opposés de la pièce, elles ne verraient pas mes jambes puisque mon bureau vient complètement les occulter et l'écran qui est devant moi. Donc, on voit bien qu'il faut travailler dans des espaces très dégagés et que c'est c'est très rarement le cas dans un atelier pour les raisons évidentes. Tandis que en ayant les capteurs sur soi, eh bien, on peut travailler dans des environnements extrêmement exigus, confinés, où il y a absolument ou pas même se faufiler sans contrainte. Les systèmes caméras sont sensibles à la lumière aussi, aux jeux d'ombre, et cetera, qui peuvent un peu les perturber. Et puis, si on travaille sur de l'infrarouge, la lumière, comme c'est le cas actuellement pour moi, avec le soleil, l'ensoleillement viendra les perturber puisque la lumière naturelle est saturée d'infrarouge. Donc, on n'a pas besoin de caméra avec nos systèmes. La vidéo peut être un support pour donner du contexte, mais on ne s'appuie pas sur l'image pour pouvoir faire ces mesures. Et puis, il y a un autre phénomène, évidemment, c'est que les contraintes de mise en œuvre, quand on intervient dans un atelier, il faut gagner du temps. On ne peut pas se permettre de perturber toute la production et puis les opérateurs eux-mêmes. Il faut que ça aille vite. Donc, les systèmes caméra, eux, ils ont besoin d'une phase de calibration, de positionnement, de bien régler tout ça. Si en plus on doit déployer les points, les petits marqueurs sur le corps, vous imaginez bien que ça devient très 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 vite chronophage et handicapant, voire éliminatoire. Tandis qu'avec nos solutions, la mise en place est extrêmement simple et rapide, et vous le verrez au cours de ma présentation.
Et enfin, voilà, il faut un expert pour les systèmes caméra, tandis que Ergolive, sa raison d'être a vraiment été conçu pour être accessible à l'ensemble des professionnels de terrain, et quel que soit leur vernis, entre guillemets, en bioméca. Donc voilà pour le comparatif, et ça nous amène à l'objet de notre présentation. Donc Ergolife qui est vraiment là pour quantifier les risques, c'est factuel, objectif à partir de la métrologie et non par empirisme, de manière à vraiment se focaliser sur les causes racines et le risque TMS s'il existe, pour la démarche de prévention de l'entreprise. Et c'est un outil extrêmement puissant de sensibilisation et de formation, puisque le fait de voir ce mannequin virtuel en temps réel et de pouvoir le restituer aux opérateurs si on souhaite faire quelque chose vraiment de dynamique avec eux, eh bien, c'est extrêmement convaincant, c'est extrêmement démonstratif, et ça permet aussi de lever parfois un certain nombre de freins liés à des réticences ou autres, ou quand la personne se voit vraiment en situation d'activité, avec une colorimétrie des articulations, comme on l'a vu, qui est extrêmement simple et explicite, et bien à ce moment-là, ça permet vraiment de faire avancer les choses en interne lorsque c'est nécessaire. Donc Bon, le cahier des... excuse-moi, Oui, Stéphane, Eric. j'insisterai beaucoup aussi c'est sur le fait que ce soit collectif, hein, les trois phases de travail là, que tu Oui, montres, de quantifier, d'identifier. Alors, bien sûr, sensibiliser et former, c'est forcément avec les équipes, mais quantifier et identifier, ça veut dire aussi que ça peut être fait collectivement derrière, puisqu'on a quelque chose qui est très visuel, et donc chacun pourra donner son avis, comprendre, accepter beaucoup plus facilement. oui, oui, merci d'intervenir. C'est vrai que c'est un outil qui peut être très consensuel au regard des enjeux qui peuvent être en interne, et le fait de, encore une fois, de restituer de l'information très, très factuelle et très objective, va fédérer toutes les parties prenantes. Mm. Les opérateurs, la direction, les gens de la santé, les gens des méthodes, les gens de la R&D, voilà, ça met tout le monde d'accord parce que ça devient indiscutable. Et là, ça permet vraiment de faire avancer les choses. Donc le cahier des charges, en fait, qui nous avait été demandé par nos utilisateurs, c'est la simplicité. Encore une fois, il ne faut pas perdre de temps, pas d'usine à gaz, quelque chose qui soit très simple à déployer sur le terrain, sans perdre de temps, qui soit précis évidemment, donc encore une fois sur base de mesures et non pas d'empirisme ou d'approximation, et puis, qui soit très optimisé. Aller à l'essentiel, donner des éléments, très, très rapides et synthétiques pour aller, encore une fois directement aux conclusions, au fond des choses. Et donc on a la faiblesse de croire que mission accomplie, puisque en termes de restitution, alors je vous ferai une petite présentation en live aussi, en direct de l'outil, mais voilà, on a cette animation en temps réel, donc d'un jumeau numérique, auquel on peut synchroniser de la vidéo. Donc on peut filmer avec n'importe quoi, son téléphone, le caméscope familial, une GoPro, enfin peu importe, tout appareil qui permet d'enregistrer une vidéo, et puis de la synchroniser de manière très, très simple à travers une sorte de clap vidéo dans le logiciel, ce qui permet d'avoir un rejeu qui est parfaitement synchrone avec le jumeau, pardon. Et puis on voit s'animer, bien sûr, comme vous l'avez vu tout à l'heure, les articulations en fonction d'une colorimétrie que je détaillerai un petit peu plus tard. L'analyse, elle est vraiment en entonnoir. C'est-à-dire que, encore une fois, on peut s'arrêter à tout moment dans l'approfondissement en fait de l'information qui est fournie par le logiciel. Donc, on a déjà une vision synthétique du poste tout de suite, qui nous dit, à travers trois couleurs, les articulations à risque, les articulations à surveiller et celles pour lesquelles on est dans les seuils de confort. Voilà, le bilan du poste. Cet anneau, en fait, représente le nombre d'articulations qui sont concernées.
On travaille sur le haut du corps, essentiellement pour cette restitution. Pour les jambes, il y a d'autres indicateurs, mais c'est surtout le tronc, enfin la partie supérieure du corps qui est souvent concernée. Le cahier des charges essentiel, c'était ça, pouvoir fournir une carto immédiate et synthétique à l'aide de ces 3 indicateurs colorés, ce qui va, ce qui ne va pas. Et là, on a l'essentiel. Donc, on voit typiquement que le poignet droit est en péril, un petit peu plus que le poignet gauche, que la nuque également est un peu malmenée, l'épaule droite, et pour les autres articulations, on est dans la norme. On peut approfondir un petit peu en allant en creusant au-delà et en regardant quelle est la proportion justement du risque et qui justifie cette couleur. Alors, je ne rentrerai pas dans cette présentation sur l'explication pourquoi c'est rouge, pourquoi c'est vert, mais dans quelques diapos, il y a une bibliographie à laquelle on pourra se référer. Enfin, vous pourrez vous référer si vous souhaitez explorer un petit peu plus avant. Et puis, on est très à l'aise pour expliquer ces seuils-là, puisqu'on les a pas inventés. Ils proviennent de la littérature ergo et du soutien d'un certain nombre d'experts avec lesquels on travaille. Et le dernier point, c'est si on souhaite encore aller creuser au-delà, c'est le détail, articulation par articulation et axe articulaire par axe articulaire. Donc typiquement pour le poignet droit, qu'on voyait tout à l'heure, c'est plutôt la flexion-extension qui est la plus à risque, la plus impactante, plutôt que l'abduction-adduction, donc les mouvements latéraux du poignet. Et avec leur poids relatif en termes de durée, de fréquence, etc., pour que ce soit bien clair dans les explications. Parce que ça peut être une exposition très longue mais unique, ou bien l'accumulation d'un certain nombre de mouvements, et effectivement la pondération va être un peu différente. Et à la fin, là on est vraiment pour les puristes qui le souhaitent, on a un rejeu synchrone, encore une fois, avec la vidéo, avec l'avatar, et puis la courbe qui correspond à chaque axe articulaire. Voilà. On travaille toujours sur les évolutions, bien sûr. Il sera possible très prochainement de faire des analyses spécifiques sur des segments temporels, donc de découper l'activité en fonction des cycles de travail ou des différentes tâches qui sont accomplies dans leur chronologie. Et puis, on a un outil très puissant d'analyse d'activité automatisée qu'on a déjà déployé dans le grand frère, dans Captive, et qui a vocation à se retrouver prochainement. Enfin, prochainement, je suis prudent quand je dis ça. Dans les mois à venir dans Ergolife. Tous les seuils sont paramétrables. Et ça, c'est important parce que rien n'est imposé dans Captive. Dans Ergolife, excusez-moi. Dans ce que je disais tout à l'heure, c'est que les seuils sont vraiment fondés sur la littérature ergonomique et notamment les travaux du docteur Capitania, qui est un des pères de l'ergonomie en France et qui est connu partout sur la planète. Il est dans tout un ensemble de comités ISO et autres, de comités scientifiques sur les grands salons, etc. Donc c'est quelqu'un qui fait vraiment autorité aujourd'hui et dont on a la chance de le compter comme ami de TA depuis de nombreuses années. Et c'est grâce à son expertise qu'on a proposé ces seuils-là par défaut, mais qui sont complètement paramétrables. Donc, ça permet de s'adapter au référentiel maison, s'il y en a un, en ajustant ces seuils-là. Et ça permet surtout aussi de prendre en compte les restrictions médicales de l'opérateur ou de l'opératrice s'il y a eu des préconisations, par exemple, par un médecin du travail. Où là, on va pouvoir justement ajuster en fonction du traumatisme ou de la pénibilité observée, et s'assurer que l'opérateur reste dans sa bulle de confort, et si sa tâche, son activité l'amène à en sortir, on pourra voir combien de fois, combien de temps, à quel moment, etc. Et si c'est dangereux ou bien si ça reste acceptable. Voilà, donc tous ces seuils sont complètement ouverts et paramétrables. Et voilà, les références biblio. Donc, oui, pardon. Une question qui tombe sur le chat et je pense qu'elle est intéressante. Oui. L'autonomie de mesure, on peut mesurer des postes sur combien de temps?
Alors, l'objectif, c'est de mesurer un certain nombre de cycles d'activité qui deviennent alors représentatifs de l'activité. On ne va pas mesurer une personne sur l'ensemble de sa journée de travail parce que ça serait inutile. Mais par contre, sur du travail posté, cyclique, répétitif, eh bien, à ce moment-là, une vingtaine, une trentaine de cycles donnent déjà quelque chose, une matière qui devient très représentative. Et on est en une demi-heure, une heure maximum. Voilà. Sur de l'activité de type BTP ou autre, où là, ça devient un peu plus divers et varié, peut-être mesuré sur des plages un petit peu plus longues, ou bien si on a ciblé un certain nombre de gestes techniques qui, eux, sont plus impactants, se focaliser sur ceux-là. Mais en tout cas, il n'y a pas lieu, encore une fois, de mesurer sur une journée complète, sachant que les capteurs en sont tout à fait capables, mais ça donnerait énormément de données et pas beaucoup plus de précision. Voilà, donc la biblio, elle sera justement, j'ai bien fait d'arrêter sur cette diapo, comme ça elle sera disponible longtemps sur le rejeu. Et puis, la mise en œuvre, ça aussi c'était dans le cahier des charges, pas de clic, le moindre clic possible, et mon explication va prendre plus de temps que le déploiement lui-même de la solution en vrai. Donc le principe, c'est de travailler avec un récepteur qui est soit celui, j'espère que vous le voyez, on voit bien Eric toujours, Oui, parce oui, que j'ai pas de oui, retour oui, vidéo me concernant. oui. Donc on a ce récepteur, ou bien donc il se connecte à un PC bien sûr, qui est alimenté en temps réel, ou bien une tablette très costaud qu'on peut jeter par terre, enfin il faut l'éviter quand même, mais avec le récepteur intégré, et donc là qui permet vraiment la mobilité sur le terrain, et puis bien sûr aussi la visualisation. Donc le principe, ça consiste à connecter ou à démarrer, et puis le logiciel tout de suite nous dit proteste en fait si le récepteur n'est pas détecté. Donc on le connecte. Ensuite, on démarre les capteurs et puis on regarde leur niveau de batterie. Donc là, typiquement sur cette capture, l'avant-bras gauche soit n'est pas démarré, soit la batterie est à plat. On n'a pas pensé à la recharger. Les capteurs, je les ai dans la main, hein. Donc alors ça c'est la génération précédente, et vous avez un peu la primeur de la toute nouvelle génération de capteurs que l'on lance maintenant depuis le premier. Donc on y est vraiment. Et donc une fois que les capteurs sont démarrés, identifiés haut du corps ou corps complet, eh bien, on passe à l'étape suivante qui consiste à valider l'environnement magnétique. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les capteurs ont besoin d'accrocher le vrai nord magnétique, ce qui leur donne une référence commune et permet de mesurer leur position angulaire l'un par rapport à l'autre, et ainsi mesurer toutes les caractéristiques posturales de la personne. Donc voilà, on les aligne, on les démarre, et une fois qu'ils ont accroché le nord magnétique, eh bien, on a la petite boussole verte qui s'affiche et qui nous dit c'est bon, on peut y aller. L'étape suivante consiste à déployer les capteurs sur les sujets. Alors, il y a des petites sangles velcro, comme ça, avec un revêtement antidérapant qui permet de les déployer sur le vêtement de travail ou en dessous, peu importe, mais il n'y a pas de combinaison ou d'accoutrement particulier. Et puis, chacun a une petite couleur pour repérer celui qui est sur le bras, celui qui est sur le dos, etc. Donc, ça va très, très vite aussi. On peut vraiment pas se tromper. Et ensuite, on crée le profil du poste et de l'opérateur, bien sûr, hein, pour savoir qui, quoi, comment. J'insiste, alors justement à cette étape-là, je fais une remarque vraiment importante. Il y a pas de traitement dans un cloud ou d'autres des données. Elles sont propriétaires. Vous en conservez l'intégralité et la confidentialité, soit dans la tablette, soit dans le PC. Mais en tout cas, il n'y a rien qui se promène dans le cyberespace, et ça rassure énormément, bien sûr, au regard des enjeux de cybersécurité et puis de confidentialité des données, puisqu'il s'agit quand même d'informations, non pas de santé, mais un peu quand même. Donc, Et de process également, voilà, tout à fait. Donc, confidentialité des process. voilà. Donc pour ça, vous pouvez être serein, il y a pas de souci par rapport à ça.
Et puis, une fois qu'on a renseigné ces éléments-là, eh bien, il y a une posture de référence à avoir simplement. On se tient droit et puis c'est parti. Ensuite, on travaille et on a nos mesures. Donc, la valise, elle ressemble un petit peu à ça. Alors, plus trop maintenant, depuis aujourd'hui, avec les nouveaux capteurs à l'intérieur. Et puis, il y a des petits docks de chargement où les capteurs sont voilà, sur une rampe comme celle-ci, qui permet ensuite de les recharger à l'issue de la session. Mais voilà, bon, tout est packagé. Et en gardant un œil sur le temps, bah, je suis bien là dans mon timing. Oui, bien. Donc je vais vous présenter un petit exemple de l'outil. Donc voilà, on est sur le menu principal d'Ergolife où on va pouvoir faire une nouvelle mesure, créer un nouveau poste, un nouveau sujet. On va pouvoir faire un certain nombre déployer un certain nombre de filtres. Alors je vais vous montrer cet exemple-là où on a un opérateur qui est, hop, voilà, on y va. Sur, bon, c'est une tâche très simple hein, de rangement dans un entrepôt. Donc on voit ici la vidéo synchrone à l'avatar que je peux orienter de toutes les façons. C'est ça qui est intéressant parce que là, vous voyez, si j'avais une caméra, je me contentais de ça. C'est pas évident de voir quelle est la posture de la personne, surtout lorsqu'il est hors champ ou lorsqu'il y a des occlusions comme ça avec les rayonnages. Mais voilà, ben, je peux toujours regarder, orienter mon avatar de telle sorte à ce que j'observe bien précisément ce qui se passe. Et sur des postures un peu complexes, on a des choses. Alors, il y a Eric, j'ai la vidéo d'Eric devant moi. Voilà, hop, sur des choses un peu comme celle-ci, où on voit qu'on a presque l'impression qu'il le fait exprès. Mais voilà, on a ces éléments-là. Donc ici, la proportion des articulations en risque à surveiller et en confort sur l'ensemble de cet enregistrement. On a ici eh bien, le résultat global avec, on voit que typiquement dans ce cas-là, ce sont les deux poignets qui sont sursollicités, les deux épaules et la nuque. Le dos est relativement droit dans l'ensemble de cette activité. On a le découpage un peu plus fin entre ces trois couleurs et donc ces trois indicateurs de risque. On peut s'arrêter là. Et là, mission accomplie. On a notre cartographie et ensuite, si nécessaire, l'expert terrain peut prendre le relais pour explorer plus avant, déployer des solutions et les comparer avant, après ou avec, sans, de telle sorte qu'on puisse vraiment aller vers la bonne solution sans faire fausse route. Parfois, on pourrait supposer à l'observation qu'il s'agit du dos, alors que c'est potentiellement peut-être plus le cou, la nuque qui sont en difficulté, ou inversement, ou d'autres articulations. Si on regarde un peu plus finement dans le détail, ben voilà, on a ici, par la hiérarchie du risque, toujours, on peut voir là où il faut vraiment porter attention. Et typiquement, le poignet droit, voilà, c'est la flexion extension qui est la plus problématique, avec une fréquence de 6 mauvais gestes par minute, ou dans le rouge, c'est plus 5 par minute. Donc, sur une accumulation de temps de travail, on imagine un petit peu la toxicité de ce geste si l'opérateur ne se préserve pas. Et là, on est encore sur quelque chose d'extrêmement simple et presque évident à l'œil, mais pas toujours quand même. Et on peut le faire pour chaque articulation concernée. La vue temporelle, voilà, j'aurais dû la calculer un petit peu avant, désolé, parce que j'ai changé de langue dans mon logiciel et bon, il va pas prendre des heures, je vous rassure. Ça va aller très vite, et puis encore en même temps, comme ça, vous voyez un petit peu le temps de traitement que ça prend, quoi. J'ai fait une mesure et
Oui, Eric. Oui, pendant qu'on attend le temps de chargement, il Ouais. y avait quelques questions qui passaient là sur le chat, notamment les limites des capteurs en termes d'étanchéité, de pression, Alors, est-ce que tu as des données sur les limites d'utilisation des capteurs? l'étanchéité, les capteurs n'aiment pas l'eau, ils n'aiment pas l'immersion. Par contre, on peut sans souci les porter dans des environnements humides. Ça, c'est pas bloquant. Et puis, par contre, si on est à la pluie ou à l'aspersion, bah, à ce moment-là, il va falloir les porter sous le vêtement de travail ou bien les protéger avec une sorte, l'adhésif, enfin le film à sandwich par exemple qu'on utilise, ça peut être une solution, ou bien encore une fois les mettre sous la veste, ça c'est moins gênant. D'accord. Et en termes de température? On a toutes les ambiances Alors j'ai plus les tolérances, mais on est vraiment au-delà de ce que, à la limite, le corps humain pourrait supporter de manière confortable, quoi. Donc il y a pas. On peut travailler en chambre froide ou en Ah fonderie, oui, 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 en il y a chambre pas de froide, limite. ou en sidérurgie, ou en plein soleil, parce qu'on a des clients un petit peu partout sur la planète, y compris dans des environnements qui sont un peu particuliers, même tropicalisés, quoi. Donc là-dessus, c'est pas. Encore une fois, on a bien pensé à tout ça. Bien. J'ai mon PC qui rame un peu, hein. C'est l'histoire de ma vie, ça. Et alors, une autre Ouais. question en attendant, parce on va attendre encore quelques secondes. En termes Profitons-en, oui. de gêne vis-à-vis de l'opérateur, de gêne, d'acceptation et le fait d'oublier qu'il a des capteurs sur lui, est-ce qu'il retrouve son geste naturel assez rapidement? Ah, j'aime bien cette question parce que elle est assez récurrente en fait. Le fait de déployer des petites sangles comme celle-ci, alors sur moi-même c'est pas évident parce que je suis un peu manchot en plus, mais voilà, hop, c'est en mettant des capteurs. Alors c'est sûr que si on cède, c'est mieux. Voilà, là je l'ai sur le poignet, c'est tout. Et donc je vais retrouver rapidement le geste, mon tour de main, parce que l'objectif, c'est quand même, on va quitter l'analyse et puis parce que le temps passe et je vais vous montrer un ou deux trucs en plus. C'est pas de contraindre la personne ou de générer quelque chose qui ne soit pas naturel. Et donc, souvent, on observe que, alors, il y a quelques minutes d'accoutumance parce qu'effectivement, on va porter des capteurs, donc c'est pas très habituel, mais on les oublie et on rentre très rapidement dans sa routine parce que il y a de l'activité, il y a un convoyeur ou autre chose et il faut faire. Et souvent, l'opérateur volontaire qui a fait la manip, il se sauve avec encore un ou deux capteurs sur lui ou sur elle parce qu'on les oublie. Ils sont tellement discrets que ça pose parfois le souci inverse, quoi. Ah, Mais d'accord. bon, enfin, voilà. Là, j'ai que ma bonne foi pour l'assurer et je vous invite à le tester. En tout cas, il n'y a pas de contrainte puisqu'on n'est pas obligé de mettre un vêtement particulier, une combinaison ou autre. Et le système de sangle a été vraiment, vraiment bien étudié pour éviter et s'adapter à toutes les morphologies également. Les deux, trois éléments que je voulais vous montrer, voilà, c'est typiquement cette notion de seuil qui est complètement paramétrable hein, dans l'outil. Donc, encore une fois, on s'adapte aux contraintes de l'opérateur ou de l'opératrice si il y a un retour au travail avec une blessure et des restrictions pour s'assurer que la bulle de confort est préservée. Ou bien on adapte le référentiel maison qui peut varier aussi de quelques degrés, bien sûr. Donc il suffit d'ajuster ces valeurs-là et puis de les modifier. Donc on est vraiment, vous voyez, sur un outil qui est vraiment simple dans sa présentation, son utilisation, accessible très très rapidement et puis sans clic. C'est surtout un des grands enjeux de ce développement-là. Y a-t-il d'autres questions, Eric?
Alors, il y avait une question concernant des émissions de radiofréquences. Est-ce que ça émet des Oui. radiofréquences? Est-ce que c'est sensible également? Ah, j'aime bien cette question. Oui, merci de la poser. Alors, les capteurs ne dialoguent pas par Wi-Fi ni par Bluetooth, qui sont plutôt vulnérables, surtout dans les environnements industriels. Et puis aussi, il y a des notions de portée. Puis on n'a pas toujours accès à du Wi-Fi hein, dans un atelier, clairement. Donc, on travaille sur un principe de radiofréquence, avec un protocole de communication qui est propriétaire et qui est crypté de telle sorte à ce qu'ils ne viennent pas perturber l'environnement, donc toutes les télémétries, les robots, les signaux qui sont déjà présents localement, et inversement, de manière à ce que les signaux soient eux-mêmes, le dialogue entre les capteurs et puis le récepteur soit préservé. Et en plus, le système de communication est bilatéral, c'est-à-dire qu'il y a un dialogue constant, je te vois, tu me vois, et inversement, entre les deux, de telle sorte que la synchronisation des données est vraiment, vraiment, c'est le nerf de la guerre et qui est vraiment préservé D'accord. et Et est-ce que, garanti. ouais. Mm. Et est-ce que c'est sensible justement aussi à un environnement pollué? Pollué au sens Au, électromagnétiquement. au niveau électromagnétique, oui, oui, je Oui. reste sur les. Alors, les capteurs sont vraiment extrêmement robustes. Alors, j'ai que ma bonne foi et j'allais dire ma bonne tête pour le dire, mais on est sur une technologie qui est mature aujourd'hui, hein. Ça fait plus de 10 ans et au-delà même qu'on est dans la capture du mouvement. Et ces systèmes sont déployés dans des environnements très, très agressifs, où encore une fois, il y a des robots, de l'hydraulique, des câbles, de l'électricité qui passe et autres, des moteurs, des turbines. Voilà, donc les capteurs sont vraiment, vraiment très, très, très robustes à la pollution et aux conditions électromagnétiques de l'environnement. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez vu dans ma présentation initiale, dans le PPT, j'y reviens rapidement, c'est sur ce point-là. On s'assure au moment de l'initialisation des capteurs, et il y a un certain nombre d'indicateurs qui sont disponibles. On s'assure qu'ils ont vraiment, vraiment bien accroché le vrai nord magnétique et non pas une source de pollution qui serait à proximité, de telle sorte qu'ils ont vraiment, vraiment leur intégrité en termes de calibration et qui vont fournir les mesures auxquelles on s'attend. Merci beaucoup, Stéphane, sur ces précisions. Est-ce qu'il te reste encore un ou deux slides ou est-ce qu'on prend les questions maintenant directement? Moi, j'ai On fini est dans depuis les 5 temps, minutes hein? par rapport à mon temps, donc je voudrais Voilà, pas non, non, on est déborder pile dans les temps. d'hospitalité. Merci, merci pour la présentation de l'outil hein, qui, je le rappelle, donc ça s'intègre très bien dans les démarches de prévention de TMS, hein. C'est vraiment un support aujourd'hui et grâce à ces innovations, ça permet d'avoir des outils plus fiables, de travail plus en collectif également, hein, comme sur lequel j'insistais tout à l'heure. Voilà. Donc, si vous voulez, maintenant, on va passer sur la deuxième partie avec les questions-réponses. Alors, j'en avais repris un certain nombre qui étaient sur le côté de la conversation. Si vous souhaitez maintenant, bah, je vous invite à ouvrir vos caméras et puis à poser les questions en direct à Stéphane. On va prendre un quart d'heure, 20 minutes pour essayer d'y répondre. J'essaye de couper le partage, voilà, ici. Tac. Voilà. Alors, est-ce qu'on a des questions? Alors, il y avait une question, autrement je vais la reprendre à l'oral si la personne ne peut pas se connecter. C'est des capteurs de position dans l'espace ou des capteurs de mesure de poids, de pression? Qu'est-ce qu'ils mesurent les capteurs en fait? Alors, les capteurs mesurent leur orientation dans l'espace. Il y a trois composants. Il y a un accéléromètre, un gyroscope et puis un magnétomètre, donc une boussole magnétique en fait, qui permet de mesurer vraiment la rotation d'un objet dans l'espace. Et le fait d'avoir
deux capteurs de part et d'autre d'une articulation, eh bien, permet d'en déterminer la relation angulaire. Et ce qui permet de fait, pour chaque axe articulaire de toutes les articulations du corps, d'avoir l'ensemble des mesures qui leur correspondent. Merci pour ces réponses. Il y a une question également de Monsieur Picot. Je ne sais pas s'il veut ouvrir sa caméra. Ah, allez-y. Ok. Bon, je posais la question tout à l'heure de l'autonomie parce que Éric Monti l'a précisé, c'est en termes d'oubli aussi. Pas simplement l'équipement, mais que l'opérateur puisse, on va dire, évoluer sur, on va dire, une matinée, parce que les tâches peuvent être multiples et variées. Oui. Et je trouverais intéressant qu'on puisse faire une étude sur une demi-journée, par exemple. Voilà. Pour que vraiment nous ayons une valeur de référence et approcher au plus près le travail prescrit du travail réel. Vous voyez? Oui, tout à fait. Oui, ça a du sens. Si, encore une fois, si l'opérateur, au cours de sa matinée ou de son après-midi, effectue des tâches qui sont vraiment, vraiment différentes, là, vous allez pouvoir échantillonner, effectivement, et avoir suffisamment de données, de matière, j'allais dire, pour avoir quelque chose de représentatif et de pertinent. Si, à l'inverse, on est sur un travail posté où l'activité est constante, avec des temps de pause évidemment, mais si l'opérateur fait toujours la même chose, à ce moment-là, une vingtaine, trentaine de cycles maximum sera suffisant pour avoir quelque Non, chose alors de... je vous expose très brièvement, par exemple, nos magasiniers, nous, vont aller du comptoir à la préparation de commandes, D'accord. on va dire la conduite d'un chariot élévateur, enfin voilà. Les tâches sont multiples et variées. Il n'est pas cantonné au comptoir toute la matinée ou en préparation de commandes toute la matinée. Vous voyez, enfin, ils sont autonomes et polyvalents. Voilà, donc c'est pour ça qu'aussi ça m'intéressait, enfin, par rapport à cet angle-là. La variabilité des tâches et certaines sont peut-être plus pénibles que d'autres. Et ça aurait permis vraiment d'exploiter la chose vraiment jusqu'au bout. C'est ça. Voilà. Dans ce cas-là, c'est effectivement, vous avez raison, tout à fait fondé, et c'est comme ça qu'il faut procéder, sachant que dans une version qui arrive et dont nos utilisateurs, enfin à laquelle nos utilisateurs ont accès sans contrainte ni pénalité, on pourra segmenter justement l'enregistrement de telle sorte à pouvoir isoler chaque tâche spécifique et n'en récupérer les données, les statistiques, les éléments que ce qui la concerne, en Ouais, alors isolant ce qui c'est suit le et ce qui précède. sectionnement qui m'inquiète un peu. Parce que vous voyez, mon magasinier, par exemple, va préparer une commande, par Oui. exemple, et puis il y aura quelqu'un au comptoir. Donc il Mmh. va obliquer, il ne finira pas sa préparation de commande, il va obliquer au comptoir pour ensuite, une fois qu'il aura servi le client, repartir sur sa préparation de commande. Et vous voyez, c'est là où la segmentation, me plaît moins, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord. Ouais, C'est-à-dire que ouais. c'est sur le volume d'activité dans la matinée que ça me paraît intéressant et pas simplement, il va servir au comptoir, il va préparer ses commandes, il va conduire un chariot élévateur, enfin voilà. Vous voyez, c'est ça qui me... Qui peut le plus, peut le moins. D'accord. Après, il y Oui, a il y effectivement a les deux applications, je pense, hein. Il y a le il y a côté 2 approches. Ouais. cumul Mmh. de charges au niveau de la posture. Et puis, Mhm. il y a l'autre côté dont Stéphane parlait tout à l'heure, qui est la répétitivité. Quand on est sur un poste avec des actions répétitives et où là, c'est sûr que l'approche va pas être la même. Mmh. Si on veut faire du cumul sur plein d'activités et voir au final quelle est l'articulation la plus touchée Mmh. par rapport à une activité qui va être elle, très répétitive et où on va pouvoir vraiment agir sur tel ou tel geste parce que c'est dans le domaine de la répétitivité. C'est deux domaines, mais l'outil, je crois, permet de couvrir ces deux domaines-là, soit répétitifs, soit cumulés. Absolument, avec une vision en entonnoir encore, hein, macro-micro, et ce qui vous permet de vous arrêter à l'étape qui est pertinente et qui vous convient.
Tout à l'heure, quelqu'un pose la question, donc pour les températures supportables par l'équipement, oui. Nous avons aussi des soudeurs, donc je ne peux aussi les équiper avec ce genre de choses. Bien sûr, oui. Les appareils qui provoquent des vibrations vont aussi être mesurés, enfin entre guillemets, l'impact sur le corps. Alors, par exemple, une meuleuse. Oui. Préparation de la phase de soudage. Je meule un chanfrein, voilà, et ensuite je vais souder. Est-ce que donc l'opérateur portant en permanence ces équipements, ça va mesurer, on va dire, l'impact TMS, parce que justement le risque vibratoire, enfin vibration, pardon, c'est justement très impactant au niveau des TMS. Alors pour ça, si vous voulez vraiment mesurer la vibration corps complet, ça j'ai déjà fait faire par un organisme agréé. Voilà. Donc, voilà, c'est typiquement ce que j'allais vous inviter à faire, parce que c'est une métrologie un peu spécifique. Là, on est vraiment sur de l'angulaire et du postural. Ok, d'accord. Bon, merci beaucoup pour tous ces éléments. Merci à vous. Si on peut récupérer de la documentation ou autre. Alors moi, avec le lien sur le replay, alors je ne sais pas si vous m'avez envoyé votre adresse mail, mais n'hésitez pas à le faire pour être sûr de bien recevoir le lien du replay. Je mettrai également les liens vers le site de TEA. Et puis Stéphane, si tu as des informations à compléter, je peux rajouter également des informations. Je t'enverrai un certain nombre d'éléments, vidéos, documentation et autres, de telle sorte que tu puisses les faire circuler en même temps que le retour, bien sûr. Et puis dans tous les cas, bien sûr, vous aurez les contacts de Stéphane comme les miens et les adresses mail, ce qui permet également, si vous avez plus de questions ou si vous souhaitez quelque chose de plus particulier, n'hésitez surtout pas. C'est aussi l'objectif de mettre en lien. Voilà, j'ai bien reçu votre adresse mail. Donc n'hésitez pas avec l'adresse de Stéphane également si vous avez des questions très pointues, très particulières par rapport à votre domaine, puisque dès qu'on rentre dans le détail, forcément, on est dans un cas très particulier, le sien. Et le diable se cache souvent dans les détails. Exactement. C'est pour ça que Stéphane essaiera d'y répondre au mieux. Bon. Oui, avec plaisir, bien sûr. N'hésitez pas à nous solliciter via Eric ou en direct. De toute façon, on est toujours très transparent entre nous. Et j'aurai plaisir à vous répondre, moi ou mes collègues qui sont des experts sur le terrain du quotidien. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, est-ce qu'on a quelqu'un d'autre qui souhaitait prendre la parole et poser quelques questions? Il nous reste quelques minutes où on peut prendre encore des... Bon, apparemment, ça ne bouge pas trop. Je pense que tu as dû être assez clair dans ta présentation, Stéphane, répondre aux principales questions. Donc, on va s'arrêter là, sauf si tu avais un point particulier à rajouter ou un mot pour conclure. Ah, ça, c'est la question piège. Non, je voulais juste remercier les personnes présentes pour être restées jusqu'au bout, d'avoir supporté ma présentation. Et puis, de manière un petit peu plus sérieuse, bien sûr, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous souhaitez explorer un petit peu plus avant l'une ou l'autre des solutions. On aura grand plaisir à vous accompagner dans vos réflexions. Bien. Merci beaucoup Stéphane pour cette présentation. Merci pour l'outil également. Je pense que c'est vraiment de l'innovation utile pour la prévention des TMS. Donc, à ne pas hésiter à utiliser pour améliorer les conditions de travail. Je vous donne rendez-vous sur le prochain webinaire concernant le document unique, donc au mois de mai. Et puis, bien évidemment, notre journée régionale de la prévention le 6 juin, et où on aura l'occasion également de revenir sur la solution de TEA. Merci à tous, merci Stéphane, à très bientôt et très bonne soirée à vous. Au revoir. Très bonne fin de journée à tous, merci. Merci Eric pour l'invitation encore, et au revoir.